de véhicules. Ce secteur au Maroc a des objectifs déjà mentionnés au-delà de 2023. Principalement 10 000 emplois sur l'ensemble du secteur, 90% de la production automobile du Maroc est exportée à l'international, dont plus de 80% est destinée aux pays européens. Eh bien, je te remercie, Raoula, pour ces quelques statistiques que tu nous as présentées aujourd'hui. Et comme vous le savez tous, aujourd'hui, on va traiter le sujet de l'industrie automobile qui représente un moteur économique dans notre pays. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir M. Yassir Boumsaïd, des manager chez Renault-Nissan, ayant plus de 25 ans d'expérience, qui vient aujourd'hui pour partager avec nous son savoir-faire qui a pu accumuler durant toutes ces années de travail acharné. Monsieur Yassir, merci pour votre merci pour l'accueil. Avec plaisir. Vraiment, avec cette introduction, le niveau est merci pour l'accueil. Je vois qu'après cette introduction, le niveau est élevé. Donc aujourd'hui, je suis très content d'être parmi vous dans cet amphi. L'objectif, Inch'Allah, c'est de partager avec vous, en macro, une vision macro de ce qui se passe avant l'arrivée du véhicule au niveau de la production. D'accord ? Parce qu'il faut savoir qu'un véhicule, avant qu'il arrive, ce qu'on appelle arrivée du véhicule à l'usine, il y a pas mal d'étapes, il y a énormément d'étapes. Et parfois, 2 ans avant l'arrivée du véhicule à l'usine, il y a d'études, il y a de l'ingénierie, il y a le design, etc. Donc, avant d'arriver à l'aspect logistique, donc, je vais vous donner en macro qu'est-ce qui se passe, et puis après, qu'est-ce qu'on fait pour que le côté logistique réussisse. Et qu'on ait, comme vous savez, un véhicule, et il y a un ensemble de pièces, et si toutes ces pièces-là ne sont pas au bon moment, avec la quantité, avec la qualité voulue, on ne pourra pas monter le véhicule, et à la fin, le client il n'aura pas ce qu'il veut. Donc on va faire un jeu de rôle, d'accord? Aujourd'hui, je suis là, je représente Renault. Et vous serez nos futurs fournisseurs, ou bien vous êtes actuellement des fournisseurs. Donc, c'est comme si on va discuter sur quels sont les points clés sur lesquels vous devez agir, quels sont les leviers que vous devez manipuler pour réussir, pour qu'on réussisse ensemble à mener l'objectif de monter un véhicule et le livrer au client au moment attendu. D'accord? Donc, du design à la production. Donc, ça, c'est très important parce qu'un véhicule, avant qu'il voit le jour, c'est une idée. D'accord? Donc là, les grandes phases avant la production d'un véhicule. Et puis, le deuxième point, c'est que la commande du client, j'ai mis en gras le mot client, parce que c'est très important, parce que souvent, c'est un facteur qui sème des paramètres dans tout le système et qui parfois donne des résultats inattendus. Donc, regardez cette phrase à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Parce que le client aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui est statique, qui vient, qui veut acheter des voitures. Non, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, il peut générer des perturbations au niveau de tout le système de la logistique ou de la production. D'accord? Donc on va en discuter. Donc, ce slide-là, je l'ai mis. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, donc une partie avant l'arrivée du véhicule en usine, donc il y a une équipe qui est dédiée au niveau de l'industrie automobile. Chez Renault aussi c'est spécifique, il y a des designers, ceux qui décident le véhicule, l'idée, le concept, etc. Dans Internet, concept véhicule, design, concept véhicule X, Y, il y a beaucoup d'idées là-dessus. Donc une fois le véhicule il est dessiné, après il faudra le projeter en réalité. Et
c'est là où vient des personnes qui font le maquettage. Et ce maquettage-là, une fois passé, il faut l'optimisation. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a l'optimisation, parce qu'il faudra, l'idée elle est là, mais il faudra la rendre faisable, il faut qu'elle soit industrialisable, d'accord? Parce que c'est pas possible. J'ai une idée, je dessine un véhicule, mais il faut que je puisse le fabriquer. Parce que c'est métal, il faut faire un moule, il faut faire des roues, il faut faire des choses, il faut que ça soit faisable. Donc c'est ça, d'où vient l'optimisation. Et après l'optimisation, il y a le développement. Donc c'est l'ingénierie qui font ça. Donc cette étape-là, elle est cruciale. Pourquoi? Parce qu'une fois on passe de l'idée, on va figer le design du véhicule, et on a la liste. Donc là, on passe de l'idée, on décortique. Si vous êtes dans un véhicule, essayez de voir, il y a du plastique, il y a du métal, il y a du cuir, il y a le tapis, il y a du caoutchouc, il y a le moteur, etc. Donc, ayez cette vision-là de décortiquer chaque étape. Donc, une fois tout ça décortiqué, c'est des groupes de fonctions. Et du coup, le développement, qu'est-ce qu'il fait? Il regroupe toutes les familles de pièces par groupe de fonctions aux commodités pour faciliter le travail par la suite aux équipes qui vont venir. Donc, une fois cette étape est faite, on a les plans, etc., qu'est-ce qu'il faut? Renault ne va pas faire les pièces elles-mêmes. D'accord? Toutes les pièces ne sont pas faites par Renault. Donc, elles sont faites par les fournisseurs. Donc, cette étape-là, entre le développement et le tool go ahead, c'est-à-dire le contrat, donc le contrat, le tool go ahead, c'est cette étape-là où viennent les achats. Ils ont un énorme travail et ils désignent les futurs fournisseurs. Donc, les futurs fournisseurs, il y a des futurs fournisseurs qui sont nouveaux. Il y a les fournisseurs qui travaillent déjà avec le groupe, qui fournissent. Donc, ils connaissent le système, ils connaissent comment ça se passe, etc. Donc, ils connaissent les flux, ils connaissent tout ce qu'il faut. Par contre, les nouveaux, et c'est le cas du Maroc, depuis l'arrivée de Renault en 2008, donc il y avait sur Maca avant bien sûr, mais avec l'arrivée de Renault Tanger et l'innovation en 2012, en plus l'écosystème, le système industriel au Maroc, il s'est très très vite développé. Et on voit aujourd'hui qu'on a des industries qui n'étaient pas avant ici. Si on prend l'injection des roues aluminium, il n'y avait pas d'usine d'injection de roues d'aluminium. D'accord? Aujourd'hui, on a un Tanger, on a un Kinitra. C'est un exemple. Et il y a pas mal d'autres exemples, les enfants qui se développent, etc. D'accord? Donc, une fois on a le contrat, on dit voilà les fournisseurs qu'on a choisis, ils sont X, Y, Z, chacun dans sa commodité, etc. Donc là, il faudra qu'on passe à l'étape de industrialisation. Il faut qu'on fabrique ce véhicule. La fabrication de ce véhicule va se faire dans l'usine. Et c'est là où viennent les autres étapes. Mais avant de parler des autres étapes, dans l'industrie au niveau monde, pour la logistique, il y a des standards. D'accord? Il y a un standard que Renault il est parti. Si vous partez sur Internet, vous avez le mot Galia. Galia, c'est un organisme, c'est comme IATF, c'est comme ISO, etc., mais qui sont spécialistes dans la logistique. Et Renault il est partie prenante dans cet organisme. Donc, il y a un standard qui s'appelle MMOG, d'accord? Et qu'est-ce qu'il dit, ce standard? Il vous dit que pour que vous puissiez répondre aux besoins de l'industrie automobile ou du client, il faudra que vous réfléchissiez de cette façon-là. Ça veut dire qu'il faut avoir une vision stratégique, il faut avoir des objectifs, et c'est des axes. Donc vous avez l'axe stratégique, l'axe organisation de la logistique, une partie fournisseur, il y a une partie organisation à l'intérieur du site de production, et puis il y a la partie client. Donc ça, c'est comme une fiche d'identité de processus. D'accord? Donc, il faut avoir cette vision comme ça. Il faut avoir une stratégie, un objectif, il faut gérer le design, il faut savoir gérer le recrutement, il faut avoir une comptabilité, donc tout ça pour qu'à la fin, vous puissiez être capable de livrer, bien sûr,
le produit avec les conditions voulues, pour respecter le contrat final que vous avez avec moi. D'accord? Donc, toujours le même standard. Donc, MMOGLE, il nous dit voilà comment je vois l'usine. Donc, vous voyez, il y a un code couleur. Donc, il y a la partie fournisseur, production, c'est toujours comme une fiche d'identité de processus, il y a la partie exécution, planification, etc. Et tout se passe à l'intérieur pour qu'à la fin, le client ait les pièces au bon moment, avec la qualité voulue, avec la quantité voulue. Il ne faut pas oublier la quantité, donc on dit le coût, mais on va parler quantité. Pourquoi? Parce que on va parler par la suite logistique et je voudrais toujours que vous fassiez le lien entre le mot, d'où vient, et pourquoi, et comment on va y aller. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit aux fournisseurs? Les fournisseurs, comme j'ai dit il y a quelques secondes avant, il y a deux types de fournisseurs. Il y a des fournisseurs qui connaissent Rhône, qui livrent déjà Rhône. D'accord? Ils livrent les pièces. Donc, soit ils vont livrer de nouvelles pièces, soit les mêmes pièces. Donc, ces fournisseurs-là, ils ne présentent pas un grand risque côté logistique, qualité, etc. D'accord? Mais il y a d'autres fournisseurs qui sont nouveaux. Imaginez un fournisseur qui est nouveau, qui va venir au Maroc, on lui demande de venir s'installer au Maroc, d'investir, etc. Bah, c'est un fournisseur qu'on appelle Greenfield. Ça veut dire qu'il va construire le site depuis zéro. Donc il y a le grain, et puis après il va construire, et toutes ces étapes-là, jusqu'à livraison des pièces à l'usine, que ce soit à Tanger, son Dakar ou d'autres usines en Maroc. Donc qu'est-ce qu'on dit à ces fournisseurs-là? Une prière de prendre ce standard-là, MMOGLE, faites votre auto-évaluation. Donc c'est un standard international. Il y a à peu près 250 questions sur les 6 axes, pas mal de chapitres. Et chaque question, il faut qu'il vérifie est-ce qu'il répond à ces questions-là. Et à la fin, donc, il aura ce radar-là qui va lui dire écoutez, sur la partie logistique, vous êtes à 50%, il faut des plans d'action pour arriver là, sur la partie recrutement, sur design change, etc. Donc, moi, mon objectif de vous donner cette image-là pour que vous ayez une idée sur le résultat quand une entreprise, vous, par exemple, comme on a dit, on est en jeu de rôle, vous êtes fournisseur, donc vous allez vous inscrire dans le site de MMOGLE, vous allez avoir l'accès à l'outil, il va vous aider à faire l'évaluation, et si vous avez des équipes logistiques, bah c'est un outil de travail, parce que c'est une roadmap qui va vous aider à améliorer votre processus ou votre procédé de supply chain. D'accord? Donc ça, c'est très important. Alors, on a dit il y a une étape avant l'arrivée du véhicule à l'usine, et une étape où le véhicule est arrivé à l'usine. Maintenant, le véhicule, on a dit voilà les fournisseurs, etc., et on les connaît. Le véhicule est arrivé à l'usine, qu'est-ce qu'on fait? Bah, si vous êtes client, vous allez commander un véhicule. Ce véhicule-là, il va être demandé à l'usine de le fabriquer pour qu'après on livre au client ce qu'il a demandé avec la couleur, etc. Alors ce schéma-là, je l'ai mis dans cette partie pour vous donner l'idée claire sur comment on fait pour introduire un véhicule dans l'usine et combien de temps il faut pour qu'il sorte de l'usine. D'accord? Donc il y a à peu près une durée de 8 jours maximum. Il y a une partie administrative où on saisit le numéro du châssis, quel type, et puis après l'emboutissage, ils vont donner les pièces. Et après l'emboutissage, au niveau de la tonnerie, c'est là qu'on voit le véhicule physiquement apparaître. C'est une tonne qui va être soudée et enveloppée géométriquement la base, etc. Après ça, ça va passer par la peinture. Donc entre l'enchaînement physique, accrochage tonnerie et jusqu'à la DCM, il n'y a que 2 jours. Donc, 2 jours, une ligne de montage chez Renault, Casablanca, Somaka, en Turquie, en Roumanie, etc. Il n'y a pas qu'un seul véhicule. Parce que chaque minute, par exemple, en Turquie, ça sort 60 véhicules. En Roumanie,
la même chose. À Tanger, il y a 2 lignes, c'est 30 véhicules heure. D'accord? Donc, un véhicule qui est accroché en taurerie, il ne doit pas séjourner plus que 2 jours dans la ligne. Donc, il va démarrer, et à chaque moment où il arrive, l'opérateur qui fait le montage, il ne doit pas réfléchir. Il prend la pièce qui est demandée, il la monte avec les conditions, avec la qualité qu'il faut, etc., etc. Donc, ce qui se passe avant, le design, l'ingénierie, c'est pas son truc. Son truc à lui, c'est de monter le véhicule avec la pièce. Donc, tout le management en amont ou qui est à côté, ils font de sorte que cet opérateur-là ait la pièce au bon moment pour que le véhicule passe d'une façon à ce que ça ne s'arrête pas. D'accord? Qu'il passe bon du premier coup, quantité, qualité, et coût et tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment le squelette, ou bien comment dire, c'est la colonne vertébrale de ce qu'on est en train de partager avec vous ici. Très bien. Alors, je reviens à l'étape industrialisation du véhicule. Donc, on a dit que une fois que le design est figé, les pièces sont connues, etc., on a nommé les fournisseurs, les contrats sont passés, etc. Donc on passe des contrats avec les fournisseurs. Donc c'est le point de CO, c'est contrat. Une fois le contrat est fait, le fournisseur, ils font les calculs, etc. Ils nous disent voilà combien ça coûte l'outillage qu'on va fabriquer. Renault est le top. Ils disent ok, vous avez le top pour fabriquer l'outillage avec lequel on va faire. Si vous prenez la bouilloire, ce qui est sur Sandero, pour donner des exemples concrets, la bouilloire elle est constituée d'une partie plastique, donc il faut un moule pour faire de l'injection et fabriquer cette pièce-là. Donc le moule, c'est un outil, d'accord? Donc Renault il va donner le top pour que cet outil-là soit fabriqué, pour qu'on puisse faire les pièces, et puis après, ramener ces pièces-là à l'usine et faire les premiers trials. Donc le petit one, c'est trial one, d'accord? C'est le premier essai de montage du véhicule. On le fait avec des pièces sorties de l'outil, d'accord? Le petit two, c'est trial two. Donc on va faire évoluer les choses. C'est-à-dire on dit aux fournisseurs, vous êtes les fournisseurs, on va vous dire, écoutez, maintenant vous avez fait la pièce, ok, on va essayer de faire monter les premiers véhicules avec cette pièce-là, c'est conforme. Ok, maintenant, mettez le procédé. Parce qu'il n'y a pas que le moule, il faut des opérateurs, il faut un contrôle final, il faut un contrôle X, Y, etc. C'est une pièce, par exemple, un réservoir, il faut le contrôle d'étanchéité, donc il y a tout un process. Il y a un plan de surveillance à mettre en place, etc. Donc vous mettez tout ça en place et on vous dit, ok, livrez-nous les pièces dans les conditions réelles. Et c'est là, on place les conditions réelles de livraison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le petit one entre TGA et le check ABVC, véhicule check. Hein. Donc VC, véhicule check. Le petit one, on dit, ok, donnez-nous les pièces, une pièce. Par contre, petit two, on vous dit, donnez-nous avec les conditions réelles. Ça veut dire, si vous allez livrer dans un emballage carton, bah, donnez-nous emballage carton. Si c'est emballage métallique, c'est emballage métallique et livrez-le dans le circuit logistique dédié. Donc là, on va commencer à parler logistique. On va rentrer dans le vif du sujet logistique. Qu'est-ce qu'on a dit aux fournisseurs nouveaux qui viennent et qui s'installent ici au Maroc? On leur a dit, mettez votre évaluation à base de MMOGLE. Et qu'est-ce qu'on fait nous, chez Renault? Donc on va aller les voir et on va les auditer. Audit ASSCE. Alliance, Supplier, Chain, Evaluation. D'accord? Donc on va les évaluer avec un fichier qui est le nôtre. Dedans, il y a 12 chapitres, à peu près 250 questions. Et on va vérifier avec eux, est-ce que c'est vérifiable? Est-ce qu'ils nous ont donné un résultat sur lequel ils ont donné un MMOGLE, et nous, on va aller les voir, on va dire, écoutez, on va évaluer le supply chain chez vous, ok. On va à la fin dire, oui, vous avez surestimé votre évaluation. Nous, on voit que vous êtes assez bas, il faut beaucoup de choses. Je donne un exemple concret.
On voit l'usine de construction, il n'y a pas de quai de chargement, il n'y a pas de quai de déchargement, les zones de réception, les zones d'expédition sont mélangées, etc. On dit, écoutez, il y a pas mal de choses à donner dans votre plan d'action, on va revenir. Donc on va les accompagner. Donc le point rouge, c'est le follow-up. On ne va pas lâcher le fournisseur, on ne va pas vous lâcher. Non, on va vous accompagner pour qu'à la fin, vous réussissez et vous puissiez livrer les pièces au bon moment, avec la qualité et la quantité attendue. D'accord? Donc, on a dit, on est en jeu de rôle, vous êtes les fournisseurs, moi je suis client, on va vous accompagner jusqu'au bout. Très bien. Maintenant, à part ça, on a dit, il y a une partie flux logistique, il y a une partie qualité. Par la qualité, Renault, aujourd'hui, il a un système, c'est un portail, qui est l'interface entre nous et vous, fournisseurs, qui est ANPQP. Donc c'est un outil sur lequel il y a un échange. Nous, on vous demande des éléments, et vous allez les alimenter en fonction des phases. Les codes couleurs, il y a phase 2, phase 3, phase 4. Et à chaque étape, on a des éléments qu'on demande. On vérifie est-ce que c'est OK, pas OK. Une fois on valide l'étape, on passe à l'étape suivante. S'il y a un problème qui est manquant, ou s'il y a un problème grave, on ne peut pas passer à l'étape d'après. D'accord? On ne peut pas. Il faut vérifier toutes les étapes. Tous les documents qui sont demandés lors de la phase 2, ils doivent être vérifiés. Après, une fois OK, le chef de projet véhicule dit OK, je valide, on passe à l'étape suivante, ainsi de suite. On accompagne les fournisseurs en allant chez eux pour les aider à dépasser toutes les difficultés, parce que nous aussi, on est des facilitateurs. Quand il y a des points qui grincent quelque part, on va essayer de wheeler les choses et de fluidifier la communication, etc., pour qu'on aille plus vite, pour qu'on respecte les délais de montage et du projet. Après, on les accompagne jusqu'à la fin, jusqu'au EMA. Le PPC, c'est les pré-séries, et le EMA, c'est le Manufacturing Agreement. Ça veut dire que c'est là où on dit à l'usine, top, vous pouvez fabriquer les véhicules, et là, vous pouvez aller crescendo avec une montée en cadence. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé après, on est rassuré que tout le monde, tous les fournisseurs, ils peuvent livrer les pièces en respectant les qualités, en respectant la quantité, en respectant les flux logistiques sur lesquels on s'était mis d'accord. Okay? Et les conditions logistiques aussi. Donc ce slide-là, il est important, j'aimerais bien tarder dessus parce que gardez-le en tête et on va revenir par la suite sur ce slide. Pour aller dans le détail, sur un PQP et le PSW et la Z, c'est quoi? Donc ça, je dois vous donner quelques indices. Un PQP, j'ai dit tout à l'heure, c'est le portail. Le portail, il y a des phases, phase 3, phase 4, etc. Et chaque phase, on demande des éléments. Donc, on demande des documents qualité, des documents process, des documents capacitaires, etc. D'accord? Après, le PSW, c'est quoi? PSW, c'est le document qui va être la résultante de tout le travail qui est sur la NPQP. Ça veut dire quoi? C'est Part Submission Warrant. Ça veut dire que cette pièce-là, elle est garantie. Le fournisseur, vous allez signer, votre chef de projet, etc., allez signer sur ce document. C'est comme un contrat. C'est comme un contrat qui va être la résultante à la fin et qui permet à cette pièce d'être montée sur le véhicule. D'accord? Ça veut dire qu'on va, une fois le PSW signé, OK. S'il n'est pas signé, il y a un problème. Il y a quelque part dans les parties amont, il y a quelque chose qui manque. Donc il faut le traiter, il faut les actions qu'il faut. D'accord? Et puis après, il y a la ZES. On fait un focus sur les nouveaux fournisseurs. Vous êtes nouveau fournisseur, là, il y a beaucoup d'étapes à passer, il y a beaucoup d'audits de qualité, il y a des audits logistiques, il y a des audits qui, vraiment les fournisseurs parfois, ils disent qu'on est trop à les faire souffrir parfois, mais c'est pas l'objectif. L'objectif c'est quoi? C'est de faire de telle sorte à ce qu'on ait tous les standards en place pour qu'on puisse réussir à avoir les pièces avec la qualité et la quantité voulue, etc. Parce que c'est pas possible. Si on revient au slide d'avant, un véhicule est là 2 jours après la croche d'auderie, si
on laisse les choses au hasard, ça marche pas. D'accord? On ne peut pas laisser les choses au hasard. Après, il y a les audits capacitaires. Donc les audits capacitaires, dedans, il y a un CSW. Le CSW, c'est quoi? C'est un document, donc il y a PSW, c'est part. Le C, c'est le capacity. Capacity Submission One, c'est-à-dire c'est un document sur lequel on se met d'accord, nous et vous. On vous dit, sur les 3 mois de 2022, on aura besoin de 13 000 pièces par semaine. Deuxième quadrimestre, tant. Quatrième quadrimestre, 2023, etc., etc. Et on va s'assurer que tout ce que vous avez mis en place, que ce soit du point de vue outillage, process, il respecte cette quantité. D'accord? Vous allez pouvoir livrer. Donc il y a un audit qui se fait, on va aller dans le terrain, et on va vérifier, on va chronométrer, on va voir combien vous pouvez sortir de pièces et avec la qualité attendue, etc. Après, il y a l'audit SSE, ça on en a parlé dans le slide avant, lui il fait à base de MMOG, nous on fait la SSE, et à la fin il faut qu'il y ait 0 F3. F3 c'est les écarts, 0 écart majeur si on peut dire. Comme l'exemple du quai de déchargement. Des fournisseurs qui n'ont pas de quai de déchargement ou n'ont pas de carafouche pour décharger ou charger un camion latéral, c'est un problème. Il ne peut pas livrer. D'accord? Donc c'est un point bloquant. Il faut que. Et après, on a le capacité audit, ça on en a parlé, c'est le chronométrage, etc. Voilà. Donc tout ça, il se fait avant le manufacturing agreement, avant l'accord qu'on donne à l'usine pour fabriquer, parce que l'usine, son rôle c'est quoi? C'est de fabriquer. L'opérateur, son rôle c'est quoi? C'est de monter. Il ne doit pas réfléchir. Il s'en fout, lui, de ce fournisseur il a un problème, ce fournisseur il a un problème de transit, ce fournisseur il a des camions qui ne sont pas en place, il n'a pas recruté, c'est pas son problème. D'accord? L'étape suivante, là, ce que vous voyez là, c'est. J'ai mis que l'usine de Tanger, mais il y a d'autres usines en Turquie, Roumanie, il y a en Amérique du Sud, etc. Donc vous pouvez imaginer les différents flux qu'il y a. D'accord? Mais là, on va se focaliser avec l'usine de Tanger. Les différents flux qu'il y a des flux directs, il y a des flux maritimes, et il y a beaucoup de solutions. D'accord? Sur les flux directs, c'est des camions, soit c'est un piquage à partir de l'usine fournisseur, soit ils piquent à partir d'une plateforme. C'est le cross-docking, c'est-à-dire que vous êtes des fournisseurs sur une zone bien déterminée, donc vous allez livrer un point donné, et après on va regrouper tout ça, c'est de l'optimisation, et on va piquer de ce point-là et le ramener à l'usine. D'accord? C'est le cross-docking, c'est ce qu'on appelle les ILN, International Logistic Network. C'est un réseau logistique international. Donc on a à Bursa, il y a en Roumanie, d'abord il y a la carte, il y a à Valladolid. D'accord? Et nous, à Tanger, on a un. Parce que nous, on exporte aussi en Amérique du Sud, etc. Donc on a un networking logistique là. Donc ça, c'est une idée globale sur les flux, comment on arrive à. Il y a aussi au niveau de l'Asie, en Corée, il y a Busan, il y a aussi un ILN de Renault, Nissan, etc. à ce niveau. D'accord. Sur ce slide-là, on a l'usine Renault Plaine, et c'est une représentation différente de ce qu'on a vu sur la cartographie d'avant. C'est comment l'organisation de transport est faite. Donc soit c'est direct, soit ça passe par un cross-docking. Et pour les nouveaux fournisseurs, on leur dit attention, les nouveaux fournisseurs, on doit checker avec eux toutes les étapes. S'il va livrer à sa charge, on va vérifier toutes les documentations qu'il va livrer à sa charge. S'il va livrer, et c'est nous qui vont piquer, qui allons piquer les pièces, c'est ce qu'on appelle CA. Donc c'est nous, on va vérifier avec lui toute la documentation nécessaire sur système, etc. pour qu'on soit sûr certain qu'on aura les pièces au bon moment. Il va nous faire déposer les pièces
matin, bah, c'est à 11h du matin. On aura 1000 pièces. C'est pas à 11h30. D'accord? C'est à 11h. Et on fait très attention, c'est pour ça qu'on check en amont sa capacité à respecter tous ces standards-là de Renault. Toutes les exigences de Renault doivent être respectées. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est pas autre chose. L'objectif, c'est d'avoir les pièces au bon moment. Et donc, on dit au fournisseur, attention, il faut faire ça, il faut faire ça. Si tu n'es pas capable, anticipons tous ensemble les difficultés. Et dans ce cas-là, un véhicule qui va être au rendez-vous, par exemple dans la phase projet, il y a un problème de qualité dans la pièce qui est technique, le fournisseur doit prendre le téléphone, il nous appelle, nous dit écoutez, on ne peut pas vous livrer la pièce parce que. Dans ce cas-là, il y a des points qui se font pour trouver des solutions, pour faire monter soit d'autres pièces, soit la pièce ancienne définition, etc. Mais le véhicule, il doit passer. Il ne peut pas passer incomplet, mais il doit continuer à avancer. Là, c'est ce qu'on initialise son process transport. Donc, quand il s'agit, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un fournisseur qui connaît le circuit, etc., il n'y a pas de souci. Pour les nouveaux fournisseurs, New Supplier or Picking Site for the Plants, il y a un nouveau flux logistique. Là, il y a de la surveillance. Donc, on le surveille de près. D'accord? Donc, on lui dit, écoute, vous êtes nouveau fournisseur, bien, ok. Est-ce que tu as tous les éléments nécessaires pour faire l'expédition? Est-ce que tu reçois les informations informatiques sur les quantités à livrer? Est-ce que tu connais les adresses? Est-ce que tu connais que nous sommes sur une zone franche ou bien sur une zone assujettie? D'accord? Tout ça, on vérifie avec lui. Et une fois que tout ça est OK, on fait des essais. Il va nous faire livrer des pièces avant, mais nous, on va monter le véhicule jour J. On lui dit, écoute, J-5, merci de nous mettre à disposition les pièces. Il faut qu'on puisse prendre de la marge et vérifier sa capacité à livrer les pièces. Donc, avec les flux qu'on a vus en amont. Donc, Inform Transport Flow, Complete Renault Information System. Donc, tout ça, on le fait avec lui de vraiment très près. On ne laisse pas les choses au hasard. D'ailleurs, pour ça, il y a une liste chez Renault, quand on est en phase de projet, ce qu'on appelle fiche de démarrage. D'accord? Cette fiche de démarrage, c'est une sorte de checklist sur laquelle il y a tous les points qu'on doit vérifier pour ne rien laisser au hasard. Donc, c'est vraiment très 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 fort. Et donc, à la fin, if you have any transport issue for PT1, or if you change the picking size between PT1 and PT2, please contact the logistic team. Donc, un fournisseur, il a la responsabilité et le devoir d'alerte. D'accord? Il peut y avoir un flux qui est correct, etc., etc. Mais s'il y a un problème quelque part et qu'on n'ait pas la capacité à livrer la pièce, il faut qu'il nous alerte. Il y a des solutions. Soit on va le piquer nous-mêmes, on va envoyer quelqu'un prendre la pièce, etc. Mais il faut alerter pour pouvoir trouver des solutions par la suite. D'accord? Donc là, on a parlé des ILM, du cross-docking, d'accord? C'est là on fait c'est les différents points qu'on a vu ça en Roumanie et puis en Espagne. Donc il y a tous les points, on a en Italie aussi. Mais les plus gros nous on utilise, c'est celui de la Roumanie, celui de Bursa et celui de Valladolid, d'accord? Parce que ils sont très très sollicités. Après, donc les points qu'on demande aux fournisseurs pour lesquels il faut faire attention, c'est ce qu'on a vu. Donc c'est juste un rabâchage des informations à chaque fois qu'on est avec les fournisseurs. On leur rappelle ça, on leur dit attention s'il vous plaît, si vous êtes incapable de livrer les pièces, on a mis en place les flux, on a mis en place des solutions logistiques. On parle de solutions logistiques, c'est-à-dire on a défini l'emballage, on a défini les quantités, on a dit c'est un camion direct ou ça va passer par un flux maritime. Donc on leur dit attention, et si le fournisseur il a un souci quelque part
avec la douane, où ils ne connaissent pas la réglementation au Maroc, etc., on leur demande de nous contacter, d'accord? On a des personnes qui sont spécialistes et qui vont aider les fournisseurs à surmonter ces difficultés, d'accord? Parce qu'on facilite la communication, que ce soit en interne, que ce soit en externe, avec toutes les organisations qu'il y a, soit avec le ministère de l'Industrie, soit avec la douane, etc. Dans le respect de la réglementation en vigueur, bien sûr. Donc, alors, on dit aussi, le DAP, donc c'est le type d'incompétence. Supplier have to organize and pay for the transport. Okay? Après, si lui, il rate, c'est sa responsabilité. Il organise un avion, il organise un taxi, un sprinter, c'est sa responsabilité pour que les pièces arrivent au bon moment où on veut monter le véhicule avec les pièces, avec la quantité, la qualité voulue, etc. Alors, PBS, c'est une pièce, il faut la protéger. Donc, il faut la protéger et du coup, on a un système qui gère le packaging côté Renault. Donc, avant de mettre, une fois on a défini la pièce, etc., il faut lui définir un emballage. Parfois, c'est des emballages, c'est des pièces en vrac, c'est des métalliques, mais parfois, c'est vraiment spécifique. Il faut un aménagement spécifique et du coup, l'emballage, il est nécessaire pour protéger la pièce et pour amener la pièce d'un point A à un point B jusqu'au montage. Donc, on a tout un système pour gérer tout ce qui est emballage, plein et vide. Donc, on ne laisse rien au hasard. Alors comme j'ai dit, tout ça, Renault l'a mis pour que ça se passe bien. Et donc, il a mis à disposition des fournisseurs tous les systèmes d'information nécessaires. Et dans le B2B, le portal de Renault, il est accessible. Donc, si vous tapez B2B Renault, donc vous allez avoir après, les fournisseurs ils ont des accès dans des key users, mot de passe, etc. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce portal? Donc, on trouve espace logistique, transport, approvisionnement, pour renseigner les demandes de camions. On trouve des formations sur les EDI, échange de données informatiques, parce que les informations. Donc, EDI, là, on va en parler par la suite. Donc, à chaque fois que je vous mets des termes nouvelles, on va expliquer qu'est-ce que c'est. D'accord? PVS, on en a parlé. GQE, c'est quoi? C'est pour les problèmes qualité. Donc, gestion de la qualité en transport. IPPRF, on va parler pour logistique performance, il faut le voir. IPPRF, à la fin, on va en parler, d'accord? À la fin de ce point, de cette présentation, on va en parler pour donner beaucoup d'idées là-dessus. Après, il y a DCP. DCP, c'est Renault for Capacity Management. Je reviens. Le mot en gras que j'ai mis au départ, c'est le client. D'accord? Toutes ces informations-là, ils ne sont pas figées. Tous les données systèmes, ils ne sont pas figés. Ça ne peut pas rester figé. Aujourd'hui, on peut dire qu'un véhicule A, il va être vendu plus qu'un véhicule B, mais une fois le véhicule est sur le marché, ce qui se produit, c'est l'inverse. Qui a semé ce paramètre? C'est le client. Donc on a dit que les clients, parfois, ils sèment des paramètres et qui peuvent tout chambouler tout le système, toutes les prévisions, etc. Donc dans le capacity management, à chaque fois, 2 fois par an, on regarde quel est le comportement des clients avec les commandes et les types et le mix, etc. Donc pour comprendre bien, si aujourd'hui on a un véhicule avec un portable, d'accord, un truc, des gadgets, etc., et on va dire qu'il n'y a que 20% du volume global des véhicules qui vont être produits qui vont avoir cette option. Sauf qu'une fois le véhicule sorti, tout le monde veut cette option. Tout le monde. Donc, du coup, au lieu de produire 20% des 1000, ça veut dire 200 véhicules avec cette option-là, il va falloir 1000 pièces par semaine. Si on fait 1000 véhicules par semaine, donc tout le monde c'est 100%, attention, donc il y a un problème. Donc, cette surveillance-là du capacitaire du fournisseur, on va lui dire, écoutez, est-ce que tu es capable? C'est vrai, on avait prévu que 20% du volume global qui va avoir cette option, mais est-ce qu'aujourd'hui tu es capable? Il va nous dire, oui, je suis capable,
j'ai de la marge, je peux vous allouer plus de capacitaire, ou bien je suis juste, ou bien non. Il faut qu'on trouve des solutions, investissement, etc. C'est pour ça que il faut la logistique, il faut la quantité, c'est ça la quantité. Il faut la qualité, donc c'est vraiment la qualité toute seule, elle n'est pas suffisante. Il faut la qualité, il faut la quantité, il faut la logistique en face. Et là, il y a le détail. Le détail, donc après vous aurez la présentation, vous pouvez revenir. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas, l'échange peut continuer. D'accord? Donc dans le portail, il y a PBS, IPTRF, ETA, GQE, il y a un manuel logistique sur lequel il y a plus de 400 pages de documentation logistique. Et on conseille aux fournisseurs de ne pas l'imprimer parce qu'à chaque fois il y a des nouveautés, de le consulter en ligne. Il y a toutes les questions, tous les standards, toutes les réponses. Et la meilleure façon d'apprendre, on dit à nos fournisseurs, c'est quand il y a un point bloquant, allez-y dans le document, chercher, mots-clés, etc., trouver quel est le standard, qu'est-ce qu'il faut faire pour une livraison, un problème à lier, un problème de manque d'information, etc. Donc, tout ça pour ne pas laisser le fournisseur à lui-même. D'accord? Alors, nos expectations from our supplier. Ok. Si on demande aux fournisseurs, toujours, de nous communiquer les personnes qui sont responsables de la logistique. Parce que sans communication, on ne peut pas avancer. On dit, donnez-nous le nom qui est responsable. Si vous êtes en 3x8, quelles sont les personnes qui sont en 3x8? Équipe matin, équipe après-midi, équipe soir. Quel est le manager logistique de l'usine, etc., etc. De créer, d'accord, un compte PBS. Donc tous les outils qu'on a mis en amont, on leur demande de créer tout ça, de créer quelqu'un qui a la main pour accéder à ces systèmes-là. Parce que ça ne sert à rien de connaître ça et d'avoir l'accès, mais de ne pas l'utiliser. D'accord? Après, pour ELTA, il faut que les personnes qui vont être chargées, le fournisseur il produit les pièces, mais il faut qu'il les mette dans un camion au bon moment. Donc il faut que les personnes qui vont appeler les camions au rendez-vous, etc., qu'ils fassent des formations. Il y a un e-learning pour ça. Donc on leur demande quelle est la personne, et on exige, et on check, on met les évidences. Voilà, c'est la personne, Mohamed Talal, qui va faire ça, etc. Et puis après, on leur demande de respecter bien sûr le timing, le respect de chargement, le respect des quantités. Ils ont reçu une demande de 100 pièces pour demain à 14h. Bah, merci de nous livrer 100 pièces demain à 14h, etc., etc. La VIEX, c'est quoi la VIEX? C'est un avis d'expédition. Pourquoi? Nous, aujourd'hui, vous savez que tout est géré via système d'information. Vous êtes fournisseur, donc je vais vous exprimer un besoin d'une quantité pour un délai donné. Il va arriver via système. D'accord? Échange de données informatiques. Et via EDI. C'est simple. Donc une fois que vous avez créé le document, le bon de livraison, etc. chez vous, et vous les mettez dans le camion, bien sûr, avec tous les documents, vous donnez au chauffeur les documents, vous appuyez sur le bouton, via le système d'information, il y a un avis d'expédition qui part, qui arrive chez Renault, qui nous dit, voilà, cette quantité-là, elle est déjà partie, elle est sortie de chez le fournisseur. Et on la prend en considération, on trouve que c'est un stock en transit. Donc on sait que les pièces, ils sont en transit. D'accord? Donc là, on rentre dans les mots techniques de la logistique. Ok? On revient à ce stade. D'accord? Donc on a dit, on a vérifié la qualité via les systèmes ANPQP, TSW, les pièces en garantie, TSW, on vérifie la capacité, etc. Les terminologies qu'on a vues en amont. On a fait un focus avec les nouveaux fournisseurs, que ce soit côté qualité, que ce soit côté logistique. On leur demande de faire un audit MMOG2 pour qu'il soit à un niveau attendu au niveau du système, au niveau de la supply chain. Et tout ça ne peut pas être fini encore. Pourquoi? Parce que dans ces étapes-là, il faut qu'on s'assure qu'il peut produire les
quantité volume. Tout à l'heure, on a dit, on a prévu une option à 200, à 20% du volume global du véhicule. Il faut qu'on s'assure qu'il est capable de faire les 20%. D'accord? Si on a besoin de 1000 pièces par semaine, il faut qu'on s'assure qu'il est capable de faire les 1000 pièces par semaine. Donc on fait un audit chez le fournisseur. On vérifie avec lui. On dit OK. Pourquoi? Parce que comme le véhicule, il va être accroché au niveau de tôlerie, il va appeler des pièces. C'est automatique. Donc il va appeler des pièces et c'est pas là qu'on va dire ah non, désolé, je ne peux pas faire les 200, je ne fais que 150. Parce que les opérateurs ne sont pas encore formés, ou l'ingénieur qualité n'est pas là, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent faire le travail, etc. On ne peut pas revenir en arrière. Ok, on démarre, ok, c'est signé, il y a des rapports, il y a des signatures, c'est contractualisé, ok monsieur, au revoir, etc. Après c'est tout ce qui est administratif, le système est tout. Tu livres, tu réceptionnes, tu seras payé, etc. Ça, c'est... Mais, une fois c'est aimant, donné, manufacturing, donné à l'usine, ça veut dire que tout ce qui se passe en amont, il est logistique, qualité, etc. Alors, je vous dis tout à l'heure qu'on va revenir sur le slide que j'ai déjà présenté sur l'arrivée du véhicule en usine. Le client a commandé, on reçoit dans le carnet, et puis après, on y voit là le véhicule est constitué comment, quelle couleur, quelles pièces, quelles options, etc. Donc une fois il est accroché dans le film, il est en tôlerie, il passe, il y a 2 jours qui passent. Donc le J, les J plus 8. Alors le jour J, c'est là où on a un film ferme de 8 jours. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a les 8 jours qui arrivent, la ligne elle est pleine de véhicules, et tous ces véhicules-là, c'est vraiment ça, ils sont positionnés, on ne va pas les changer. C'est-à-dire que tu as un véhicule A couleur rouge, un véhicule B couleur vert, véhicule C couleur jaune, et se suivent, ainsi de suite, ils vont appeler les pièces, ils vont appeler ce qu'il faut, etc. etc. Au-delà de J plus 8, c'est un prévisionnel. Et c'est visible dans le système. Pourquoi? Vous êtes fournisseur, vous ne pouvez pas travailler à l'aveuglette. Une semaine ou 2 semaines, ce n'est pas suffisant. Donc vous avez une visibilité sur 6 mois, voire jusqu'à 9 mois, où vous voyez quels sont les volumes de pièces qui vont être appelés depuis chez vous. D'accord? Et comme ça, vous pouvez anticiper les recrutements, les hausses, les baisses, les crises, les appels, etc. D'accord? Tout ça, vous pouvez l'anticiper par la suite. Ça, c'est très important. On dit aux fournisseurs, écoutez, vous n'avez pas une visibilité de 2 jours. Pourquoi vous n'avez pas vu qu'il y a une hausse? Pourquoi vous n'avez pas vu qu'il y a une baisse, etc., etc. Donc, et le film prévisionnel pseudo, c'est au-delà. C'est comme on a dit, vous avez une visibilité jusqu'à 9 mois. Et du coup, quand on a les pièces, une fois le jour J, la couleur bleue, c'est ce qui se passe chez les fournisseurs. C'est-à-dire un véhicule qui est affermi, il va appeler des pièces. Et du coup, on a J, et 2 jours après, on a la couleur bleue, qui c'est vraiment le ferme. Et après tout ça, c'est le prévisionnel. Le fournisseur, il le voit. C'est GPI, gestion de production intégrée. C'est un système qui gère les entrées des pièces, etc. Le calcul, c'est un système d'information qui nous aide à travailler. Et donc, le fournisseur a ces informations via quoi? Via EDI, via échange de données informatiques. Et du coup, lui, il a la visibilité. Et ses équipes, ils peuvent aussi, eux, de leur part, gérer les informations entre eux et leurs fournisseurs. Parce qu'eux aussi, il faut qu'ils aient les pièces au bon moment, etc. etc. D'accord? Et ne rien laisser au hasard. Tout ça, comment on gère tout ça au niveau de la supply chain? Donc, Supply Risk Management Team, donc c'est le management de risque. Tout ça, on le fait depuis l'arrivée de la décision de fabriquer un véhicule, l'idée, etc.
on dit quel est le risque de ces fournisseurs-là qui vont être nommés. Une fois le contrat passé, on connaît les risques qualité, risques process et risques capacitaires. Donc on les classe, d'accord? On dit ce fournisseur-là il a un gros risque logistique. Donc on va mettre beaucoup d'efforts avec lui pour qu'on n'ait pas de problème. À travers le monde, puisqu'il y a des fournisseurs à travers le monde, donc quand il y a le projet au Maroc, donc on met une coordination du risque au niveau Maroc, un coordinateur, et on aura des équipes sur la région. Les codes couleurs, c'est pour chaque région. Il y a la région Asie, Europe, Asie, Amérique, etc. et Eurasie. Et du coup, le coordinateur, il va essayer de coordonner avec les autres entités à travers les autres régions pour gérer le risque des fournisseurs qui sont dans leur région. Pourquoi tout ça? Pour anticiper, pour qu'il n'y ait pas de point bloquant à l'arrivée des pièces avec la qualité, la quantité qu'on veut au bon moment. D'accord? Au moment de l'arrivée du véhicule. Donc, qu'est-ce qu'on demande à nos fournisseurs? D'accord? Donc, de faire les projets, d'anticiper la validation, l'industrialisation, les étapes, tout ça. On demande un niveau d'efficience qui est exigé. Ça veut dire que lui, il fait tout un procédé de fabrication et à la fin, il n'est pas efficient. C'est un problème. On lui dit pourquoi tu es efficient à 60%? Non, quel est le plan d'action? Il faut que tu sois efficient à 80%, minimum 85%. On lui dit qu'est-ce que tu fabriques? Tu fabriques des pièces plastiques. Ah, d'accord, ok. Et qu'est-ce qu'ils font les homologues qui font des pièces plastiques? Ils font combien? Ils sont à combien d'efficience? Il faut que tu essaies de benchmarker chez les autres entités, etc. Pour que tu sois plus efficient. On demande des réponses au niveau du capacitaire, parce que comme il y a là un document contractualisé, le Capacity Submission Warrants, voilà, il faut produire 1000 par semaine, il faut produire 1000 par semaine, voire plus. Si tu produis plus, tant mieux. Et voilà, on nous demande aussi de nous dire régulièrement qu'est-ce qui se passe chez lui. Il faut qu'on ait un langage transparent, un échange de transparence, d'accord, pour qu'on puisse réussir tous ensemble. Et à la fin, on lui dit, écoutez, notre objectif commun, d'accord, our common target, pas de pièces manquantes pour les véhicules, c'est simple. C'est des objectifs qui sont simples. C'est bien visible. Zéro emergency transport, pas de transport en urgence, pas d'avion, pas de taxi spécifique, c'est parce que ça coûte énormément. Donc vous voyez, c'est des objectifs qui sont simples, une mission qui est claire, zéro capacity constraint. C'est quoi les constraints? C'est une contrainte. Quand on a dit le MA, le Manufacturing Agreement, on signe avec l'usine, on dit ok, tu peux fabriquer parce que tout ce qui s'est passé avant, il était OK. Tout le monde, vous tous, fournisseurs, pouvez livrer avec les conditions exigées. D'accord? Zéro contrainte, ça veut dire que si je donne l'exemple des 20% de l'option hors véhicule, c'est une contrainte. D'accord? Les gens qui font la programmation du véhicule, qui mettent les véhicules dans le film, dans le flux, ils connaissent que le fournisseur Y, il ne peut pas fournir plus de 200 pièces par semaine. Donc lui, quand il aura les commandes INS à plus de 200, il va essayer de les étaler en fonction à ce qu'on n'ait pas de contrainte d'usine. Parce qu'un véhicule qui passe, et une fois on va consommer les 200, le 201, il n'aura pas de pièces. Donc c'est une contrainte. Donc nous, notre objectif, c'est que ça soit fluide au niveau de la chaîne. La logistique, c'est il faut que la chaîne ne s'arrête pas, il faut que ce soit vraiment fluide. Et c'est pour ça qu'on anticipe, on lui dit zéro contrainte capacitaire. S'il y a un problème, il faut qu'on ait l'anticipation à l'avance. Pourquoi anticiper? Je vous dis un exemple. S'il faut fabriquer un deuxième moule pour cette pièce plastique, c'est un moule métallique, ça se fait en chimie. Il faut un délai de conception, un délai de transport, les délais de validation
validation, etc. Parfois, ça peut aller jusqu'à 9 mois. Donc, avec les enquêtes capacitaires, si le fournisseur est transparent, il va nous dire 9 mois avant, voire 1 an avant, puisqu'il a une visibilité qui est loin, il va nous dire attention, il va nous écrire, attention, je vois qu'il y a un problème qui va venir et du coup, on aura des problèmes capacitaires. Ce qui va être visible par la suite, si on ne fait pas tout ça, ça va être transformé en problème logistique. Ah, on a un problème logistique, on n'a pas les pièces. Ce n'est pas un problème logistique. La logistique, c'est un système de transfert de matière qui est déjà en place. Les flux sont clairs, les données informatiques, etc. Mais ce qu'il y a, c'est un problème capacitaire. Le fournisseur n'a pas anticipé, ne nous a pas alerté à l'avance pour qu'on puisse vérifier tout ça. Nous, de notre côté, on vérifie ça aussi à l'avant. On dit attention, ce fournisseur-là, on voit qu'il y a une visibilité, on compare avec les niveaux capacitaires qu'on a, on dit qu'il y a un souci, il ne nous a pas alerté, donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on traite l'alerte à notre niveau, on dit écoutez, ce fournisseur-là, avec cette option-là, on aura un problème, il faut qu'on trouve des solutions en interne chez nous. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter le capacitaire, il faut pour qu'on n'ait pas de problème de manque de pièces par la suite qui va devenir un problème logistique. Et on va courir tous ensemble à faire des avions. Au lieu de ramener une quantité une fois par semaine, on va être obligé de ramener une quantité par jour ou voire toutes les 4 heures. Okay. Donc, objectif de l'audit ASCCE qu'on avait fait, c'est qu'il ait la capacité à dépasser toutes les difficultés dans son système de livraison. Le supply chain chez lui, il doit être capable de capter tous les aspects logistiques, il doit être vérifié. Donc, capacitaire et logistique. Donc ça, on ne va pas tarder dessus, on a déjà passé le temps. Là, pourquoi je reviens à ce slide? Donc, pour vous montrer la quantité de travail qui se fait pour qu'on ait la pièce au bon moment, pour que la logistique soit finie. Le camion il arrive à 10 heures, il a déjà les pièces. Mais tout le travail qui a été fait avant, sur la partie jaune qui est la phase 2, il y a des documents MPQP, il y a des audits logistiques, il y a des audits APL. Audit APL, pourquoi je l'ai mis là? Parce que là, quand on est en phase de l'arrivée du véhicule à l'usine, on fait un échange, on passe le relais à une personne qui est dans l'usine, qui est chargée de la performance logistique des fournisseurs. Parce qu'une fois on passe dans la série, on va surveiller ce fournisseur. Et le fournisseur A, B, C, D, etc. Le fournisseur A, pas de problème, toujours les livres dans les temps, pas de problème qualité, les quantités sont les mêmes, toujours il n'y a pas de problème. Le fournisseur B, il a un problème social, du coup on n'arrive pas à avoir les quantités au bon moment, etc., etc. Ou bien il a subi des hausses de prix de matière, il a des pépins avec ses fournisseurs, etc. Donc il nous perturbe, etc. Donc on va surveiller via quoi? Via les indicateurs qui sont de la performance logistique. Et cette personne-là, il est chargé de suivre ces indicateurs-là. Et quand il y a des fournisseurs qui sont les top mauvais, les top worst fournisseurs, il les liste et on essaie d'aller les voir, d'auditer, de comprendre ce qui se passe, de leur demander des actions, des plans d'action pour sortir de cette crise. Donc voyez-vous le volume de travail qui se fait. On pourra ne rien laisser au hasard. Donc toute la documentation qu'il faudra échanger, tout ça, pourquoi? Pour qu'à la fin, on ait la pièce au bon moment. Donc, quels sont les indicateurs? On a dit que la personne qui a PLF, nous-mêmes, etc., on a des indicateurs clés avec lesquels on mesure la performance logistique. Donc, c'est variable logistique, performance, management. D'accord? On a parlé des risques, on a parlé du management de risque, on a parlé de la qualité, c'est bon, intégrité. Là, on va parler d'indicateurs. Donc, il y a ETA, IPPRM, il doit être à 92%. Ça veut dire, si on a besoin de 100 pièces à 14 heures,
s'il livre 95, c'est pas content. S'il livre 100 à 14h30, c'est un problème. S'il livre 100 à 13h30, c'est un impeccable. D'accord? Donc le système, lui, il est fait de discipline. 100 à 14h, 100 à 16h, etc. Ainsi de suite. Et on lui dit, pour la qualité d'AVX, le ASN, quality, c'est la qualité d'AVX. C'est quoi? La logistique, une fois il a mis les pièces, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le camion, etc., avec la quantité voulue, il émet un avis d'expédition qui part chez Renault. Cette information, il nous arrive. Qu'est-ce qu'il dit cette information? Il nous dit cette information que le fournisseur, il a livré 100 pièces, il est en transit. Et quand la quantité est arrivée, on fait nous une réception, on va contrôler bien sûr. On trouve que 80. Donc il y a un décalage entre le physique et l'informatique. Et dans la logistique, ça c'est un problème, c'est grave, parce que tu auras ton contenu de pièces dans l'usine qui n'est pas fiable, et du coup tous les échanges d'informations que tu vas faire, et tu vas envoyer des informations erronées à ton fournisseur. Tu vas leur dire oui j'ai 100 pièces, mais non, tu n'as que 80. Donc qu'est-ce qui se passe? Le système, une fois on va entrer, on va lui dire écoutez, la qualité d'ABX n'est pas bonne. La quantité envoyée ne respecte pas la quantité que tu as mis dans le système. Et le système va lui envoyer un autre message qui lui dit écoute, il te manque 20 pièces pour compléter cette livraison. Et c'est noté comme écart. Et puis GQ, la gestion de qualité entrante, on lui dit écoutez, on ne doit pas avoir de problème majeur côté logistique. Par exemple, comme si c'est répétable ce problème-là, ou bien si on trouve des problèmes de manque de quantité dans l'emballage, souvent dans les emballages où c'est en vrac, il faut des petites pièces, normalement il faut qu'il y ait 200 pièces, 1000 pièces, mais souvent si tu prends l'emballage et tu fais un inventaire pièce à pièce, tu vas trouver 999, 998. Et avec l'année, c'est énorme, d'accord? Donc tu vas trouver un écart logique dans ton système, il faut chercher, il faut analyser, il faut trouver ça, et donc quand on est ça, automatiquement on fait un incident qualité au fournisseur pour lui demander des plans d'action. Donc c'est ça la résultante, donc c'est ça les indicateurs de résultat, tout ce qu'on a vu en avant. Donc comme on a dit, dans notre tête c'est comme un processus. On réfléchit comme ça, il y a des données d'entrée, on travaille, il y a une boîte noire à l'intérieur. Mais les données de sortie, de mesure de performance logique, c'est ça. Okay. C'est pour ça que on parle de MMOG au départ. On dit au fournisseur, écoutez, MMOG c'est un système standard international. Renault, il le demande pour que le fournisseur soit capable de respecter les exigences en termes de supply chain. Pour les autres fournisseurs, les autres clients, par exemple les grands fournisseurs comme Ford, etc., Chrysler, ils demandent le AIAG. D'accord? Tu trouves parfois un fournisseur qui va faire une évaluation MMOG, pour Renault parce qu'on l'exige, et en même temps AIAG pour d'autres clients. Et après, qu'est-ce qui se passe? Nous, on intervient sur la partie jaune, pour les fournisseurs qui sont nouveaux, on les aide à surmonter les difficultés. On les audite, on dit écoutez, oui, ok, ça marche, etc. Quel est le plan d'action? Mais pourquoi je suis revenu à ce slide-là? Pour dire que les fournisseurs, cet outil-là, ce n'est pas seulement au moment de démarrage d'un nouveau projet. Cet outil-là, il est utilisable toujours. C'est-à-dire que même les fournisseurs actuels qui livrent Renault, ils l'utilisent. Ils font des auto-évaluations une fois par an et ils communiquent à qui? À la direction qualité et de satisfaction client les résultats de cette évaluation, comme quoi ils sont toujours à 95 et ça les aide à améliorer en continu leur process de supply chain. Quand on a parlé tout à l'heure de BPPRF, dans mon système, on a ça, et lui aussi il voit ça. Où
dans le portail B2B. Donc il voit très bien les indicateurs quand il y a un problème d'avis, quand il y a un problème de quantité, et quand il y a des corrections, parfois des problèmes qui ne sont pas liés à lui, il y a des corrections qui se font, et donc avec ça, on mesure la performance de nos fournisseurs. Alors, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de satisfaire le client en termes de qualité, coût et délai. Qualité, c'est l'aspect plan de surveillance, qualité de la pièce, etc. Le coût, c'est le capacitaire en termes de quantité. Le délai, c'est toute la logistique. Donc, ces trois termes, on dit, oui, il faut respecter la qualité le plus élevé, d'accord? Vous voyez le travail qui se fait en amont pour respecter ça. D'accord? Et nous sommes toujours en train de nous synchroniser avec le client. Pour terminer cette présentation, la direction qualité et satisfaction client dit qu'il faut se synchroniser avec le client. Toujours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours en évolution, on est toujours en amélioration avec les changements au niveau de la conjoncture actuelle, etc., etc. Et merci pour votre écoute. Donc, je vous remercie, Monsieur Essiel, pour votre intervention qui a été riche en informations. Je pense qu'on va passer à les questions et réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Monsieur Essiel. Je pense qu'il sera heureux de vous répondre. Merci. Je vous remercie tout d'abord pour votre présentation, c'était énormément riche en informations. Concernant ma question, c'est à propos de l'avant, auparavant, avant que Renault se fusionne avec Nissan. Est-ce qu'il est passé par ce processus ou d'autres processus? Parce que vous avez parlé de MMOG. Est-ce que la fusion entre les deux a passé aussi au cours de ce processus-là? Alors, la question elle est importante. Merci pour la question. En fait, la fusion entre Renault et Nissan, elle était surtout sur d'autres aspects. D'accord. Je vais vous dire, Renault et Nissan, ils avaient leur standard, ils avaient leur système. Le MMOG, il est mondial. Il est utilisé par Nissan comme il est utilisé par Renault. Mais cet outil-là, ce n'est pas le constructeur qui l'utilise avec un autre constructeur. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. ISOTS. Vous connaissez ISOTS? ISOTS, c'est un système qualité, voilà, qui est exigé par les constructeurs pour les équipementiers, pour les fournisseurs. D'accord? ISO 9000, parce qu'avant il n'y avait que ISO 9000. Après, il y avait ISOTS. Maintenant, il y a IATF. D'accord? IATF. Donc, c'est exigé par les constructeurs aux fournisseurs. Par contre, là où on a profité de l'alliance, c'est qu'il y avait des systèmes où eux, Nissan, ils les utilisaient pour la gestion du fournisseur, la gestion du risque logistique du fournisseur, risque capacitaire des fournisseurs, que Renault n'avait pas. Et Renault, ils avaient d'autres aspects que Nissan n'avait pas. Et du coup, une fois il y a eu l'alliance, il y a eu cet échange, notamment le risk management capacitaire. Et j'étais chez Nissan beaucoup plus développé que chez Renault. Donc avec l'alliance, on a profité, on a benchmarké, et on a transféré ce savoir. Voilà. Donc c'est surtout des outils qui sont destinés vers les fournisseurs. Comme l'exemple par exemple, Renault, ils ont 9000, mais on n'est pas IATF. On fait pas, on est ISO 9000. En fait, ISO 9000, c'est IATF. D'accord? Pour ne pas me tromper. Et ISOTS, c'est pour les fournisseurs. D'accord? Et la documentation sur Internet, il y en a beaucoup.
Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. À côté des fournisseurs, l'industrie, on voit ça. Parce que vous nous dit que quand si on a des perturbations d'un côté d'un fournisseur A ou B, on peut communiquer avec eux pour voir qu'est-ce que le problème. Mais en côté business, ça ne fait pas de logique parce que quand l'industrie de Renault fait des communications, fait des recherches, de mon part, ça veut dire que je perds de l'argent. Donc, quels sont les petits critères que quand Renault reste bien tolérer le fournisseur A, mais terminer le contrat avec le fournisseur B. Et si on a, par exemple, si j'ai fait un nouveau contrat avec des fournisseurs de green pounds, c'est-à-dire qui sont nouveaux, et la même chose avec un autre fournisseur qui est ancien, on dit que dans le moment de contrat, on a eu beaucoup de perturbations. Est-ce que, comme une industrie, je dois finir mon contrat avec eux, ou est-ce qu'il y a la possibilité de terminer le contrat d'avant? La question est beaucoup plus technique. D'accord. En fait, j'ai utilisé le mot contrat pas mal de fois. Et je vais vous dire, Renault, sans les fournisseurs, on ne peut pas réussir, on ne peut pas avancer. D'accord. Quand on parle de perturbation, d'accord, on parle de perturbation, ça dépend de quel type de perturbation. Le cas, par exemple, où je vais vous donner deux niveaux de réponse. D'accord. Il y a la réponse où vraiment le fournisseur il a un problème. Il y a le feu qui est déclenché chez le fournisseur, on ne peut rien faire. Donc c'est une force majeure. D'accord. Question de déchirer le contrat, etc., on ne va pas arriver là, d'accord, parce que ça ne se fait pas comme ça, parce que le contrat c'est véridique, c'est juridique, il faut respecter les clauses, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que Renault, dans son intérêt, c'est que le fournisseur reste et qu'il survit, qu'il se développe mieux, parce que c'est gagnant-gagnant. Mais parfois, il y a des contraintes beaucoup plus contraignantes, d'accord, à un certain niveau, Renault ne peut pas se laisser faire et mettre en risque toute la chaîne logistique ou toute l'usine, d'accord. Si tu prends un exemple d'un fournisseur qui a des pièces avec lesquelles on ne peut pas monter, boîte de vitesse par exemple, on ne peut pas monter un véhicule sans boîte de vitesse, et qu'il manque une pièce majeure. Donc Renault ne va pas se laisser faire. On va chercher des solutions pendant cette période, et en même temps, il y a d'autres équipes qui travaillent sur d'autres solutions. D'accord. Et chez Renault, il y a des standards, c'est ça la deuxième partie de la réponse. On aide le fournisseur, il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'on s'en sorte tous ensemble, mais il y a d'autres standards chez Renault, surtout c'est déjà ça, où on classe les fournisseurs. Et on dit, il y a toujours parfois tu trouves un fournisseur qui travaille avec Renault sans problème. Mais le véhicule, il ne va pas durer 50 ans. Le véhicule a une durée de vie, 3 ans, etc. Après, il va mourir, il y aura un autre véhicule. Donc, les fournisseurs qui vont se voir être consultés dans le nouveau véhicule, c'est une bonne nouvelle. Mais un fournisseur qui ne va pas se faire consulter quand il y a de nouveaux véhicules, ça veut dire quoi? Dès la mort de l'ancien modèle, il ne va pas livrer. S'il n'a pas d'autres projets, ça y est, c'est fini. D'accord. Mais en fait, dans les standards achats, il y a un certain nombre de classements, de critères, etc. Mais sachez que les contraintes, il y en a. Si je donne l'exemple, aujourd'hui, la hausse du prix de transport, avec le service transport, l'organisation de transport, ils ont annoncé 20% d'augmentation du prix. D'accord. Donc, c'est Renault qui paie les transporteurs pour piquer les pièces. Donc, c'est une perturbation. Mais il faudra trouver d'autres solutions. Il
faudra être performant ailleurs, etc. Mais l'essentiel, c'est que, sachez, que si un fournisseur, il a des contraintes, et qu'il faut payer des avions pour faire venir les pièces pendant les semaines pour ne pas arrêter la chaîne, il faut faire la balance. Si tu arrêtes la chaîne, tu perds combien? Et si tu paies un avion à 10 000 euros par semaine, tu vas gagner beaucoup plus. Donc c'est la balance. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Et il y a beaucoup d'aspects là-dessus. Mais c'est une très 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 bonne question. Merci. Monsieur. Bon, déjà, je vous remercie pour cette présentation. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'utile pour nous. Voilà. Maintenant, ma question, c'est par rapport à l'évolution de la technologie. Au lieu que, et Renault sous-traite avec des fournisseurs tout le temps, avec le développement de l'IA, l'intelligence artificielle, et notamment, la conception 3D, là, il pourra s'auto-fournir, au lieu de faire tout le temps appel aux fournisseurs qui, très souvent, qui est coûteux, et puis, qui engendre aussi d'autres contraintes. Voilà, c'était mon point de vue. Qu'en pensez-vous de cela? Donc, si j'ai bien compris, je vais répéter la question, peut-être que j'ai compris, après vous me dites, parce que j'ai eu la question comme votre question, c'est qu'est-ce que j'en pense? Oui, je suggère, est-ce que Renault peut intégrer un système, par exemple, en intégrant l'intelligence artificielle, qui est vraiment de taille actuellement, là, peut notamment, et pour la conception des pièces, on peut avoir l'imprimante 3D et puis encore plus d'autres accessoires qui accompagnent, qui va permettre de résoudre vraiment, que ce soit le problème lié aux fournisseurs, les contraintes qui engendrent cela. Je pense que on est tous, la plupart, ils sont focalisés avec les contraintes. Mais je vais vous dire que Renault, plus les fournisseurs, on est dans le même monde. D'accord? Tel que moi, je vois les choses. On est tous dans le même monde. On subit tous les mêmes contraintes. D'accord? Maintenant, la partie intelligence artificielle. La partie intelligence artificielle, elle est utilisée chez Renault dans tous les niveaux. D'accord? Depuis le design du véhicule, aujourd'hui, si vous voyez dans les médias, les réseaux sociaux, etc., le design, il a beaucoup évolué. Il y a énormément, il y a une imagerie à 3D, il y a des ingénieurs aujourd'hui qui visualisent avec des lunettes 3D, etc., le véhicule, le maquettage, il se fait vraiment en 3D, en réalité virtuelle. D'accord? Pour les imprimantes 3D, pour les pièces qui sont des pièces de rechange, etc., ça, on peut l'utiliser, d'accord? Et c'est utilisable aussi. Mais bon, il faut savoir qu'il y a des exigences, il y a des standards. À chaque fois que tu veux mettre en place quelque chose, il faut que ça réponde aux exigences du constructeur. D'accord? Les questions de contraintes, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde est dans le même espace. On est tous dans le même espace. S'il y a des contraintes logistiques, je donne un exemple. Quand il y a le mauvais temps au niveau du détroit de Gibraltar, au niveau de Tanger, on ne peut pas réceptionner. Le bateau, il ne peut pas accoster. D'accord? Et du coup, on ne peut pas avoir les pièces. Même si le fournisseur a tout fait. Il a livré, il a tout mis en place. Mais dans ce cas-là, c'est une contrainte qui dépasse le monde. D'accord? On fait quoi? On va faire avec. On ne peut pas aller au-delà de ces conditions-là. Comprenez Mais sachez qu'on peut rechercher dans ce sens. Il y a beaucoup d'utilisation d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de robotisation, il y a énormément de solutions. Mais à chaque fois, les ingénieurs, ils traitent la chose de façon à ce que, est-ce que j'utilise un robot, par exemple l'entonnerie, à quel niveau je suis obligé d'utiliser un robot pour la soudure? Est-ce que je reste sur l'humain ou je passe au robot? En fait, il y a une étude qui se fait avant de décider, d'accord? Si
vraiment c'est une solution technique et que la répétabilité liée à l'opérateur, il est minime, ça veut dire qu'on risque d'avoir des défauts. Dans ce cas, il y a des décisions qui se font, il faut investir sur un robot parce que la tâche est difficile. Ou ça dépend de l'environnement. Tu as des environnements par exemple dans la peinture où l'être humain il ne peut pas. C'est des robots qui font le travail. Ce n'est pas l'être humain. Pourquoi? Parce que c'est les conditions qui sont vraiment difficiles pour l'être humain. Et là, tu as l'intelligence artificielle qui est utilisée. Mais sachez qu'on aura toujours besoin des fournisseurs. D'accord? Il y a des fournisseurs qui développent et qui vendent des solutions à Renault. D'accord? Il y a beaucoup de fournisseurs qui vendent des solutions à Renault et que Renault achète des pièces et les utilise dans le véhicule. L'intelligence artificielle en parlant, aujourd'hui Renault il a avec Google un partenariat. D'accord? Pour que dans le futur on ait beaucoup de solutions dans l'intérêt du client final. Voilà. Merci pour la question. Monsieur, ouais, vous dites que parfois le client fait un produit fait sur produit, même si on a commandé plusieurs des parties pour produit A, mais 20% des parties pour produit B. Mais on connaît qu'il y a une phase au pré-production, au premier prototype, après on a une phase de commercial et d'attracter les investissements des gens. Je pense que cette période de commercial, c'est où on dit le voiture, c'est voilà le produit A, c'est voilà le produit B, voilà la différence entre les deux, c'est le modèle, c'est ça, c'est ça. Je pense qu'il y en a des gens en Renault, des spécialistes, quand on fait des calculs, et voient la réaction en social media, ou bien la réaction du client en général, pour qu'il valide la commande je veux 10 000 parties ici, et je veux 50 000 parties là-bas. Non? En fait, ce que tu dis est vrai. D'accord? Ce que tu dis est vrai. C'est pour ça qu'on a dit dans le marketing d'un véhicule, on dit écoutez, cette option-là, cette couleur-là, elle va marcher. Je vais donner un exemple concret. Tu prends un véhicule, tu as des jantes aluminium, diamantées, vous voyez les couleurs noires, les jantes avec couleur noire, etc., avec des petites rayures, etc. Ah, c'est des jantes que le client il paye. Tu vas chez Renault, tu veux la voiture, tu vois une jante aluminium et tu vois une jante métal, noire, avec des enjoliveurs. Donc, au départ, on dit, écoute, cette jante, c'est une option, tu vas la payer à, si tu veux les jantes, pas de problème, tu vas payer 10 000 dirhams de plus. Le client, il te dit, moi je paye 10 000 dirhams de plus. Et tout le monde veut payer 10 000 dirhams de plus. Donc, au lieu qu'on ait que 50% des clients qui vont voir le véhicule et qui vont demander la jante aluminium, c'est un succès. D'accord? Tu as compris le truc. Et tout le monde veut des jantes aluminium. Du coup, on se retrouve avec un besoin pour les jantes aluminium qui passe de 3 600 par semaine à 7 200. Monsieur le fournisseur, est-ce que tu veux? Non, il me faut encore des moules, il me faut encore du temps. D'accord? Parce qu'au départ, on a prévu que 3 600. Donc, c'est vraiment des choses qui se passent tous les jours. Et aujourd'hui, ce qui se passe, d'ailleurs, je l'ai vu même dans Turbo, ce dimanche, ils ont expliqué qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont dit, aujourd'hui, on te met un véhicule d'entrée, de gamme. C'est comme Mercedes, etc. On te dit à partir de. Mais sauf que si tu veux acheter le véhicule, ils vont te dire, il y a l'option X, Y, Z, E, F, etc., etc. Et plus tu rajoutes des options, tu peux passer par exemple chez Mercedes, de 40 000 euros, 400 000 dirhams,
À 650 000 dirhams, tu as une voiture de plus que tu vas rajouter rien que dans les options. Tu comprends? Et donc, du coup, tu le payes. Mais on ne peut pas dire au client non. Non, on ne va pas te livrer. Tu ne peux pas. Tu vas lui dire écoutez, peut-être il y a un délai de livraison plus long que prévu, en attendant qu'on ait ça. Ou bien il faut trouver des choses. Mais quand tu as le marché qui demande, au départ on avait Logi et Docker. D'accord? C'était prévu de vendre plus de Logi que de Docker. C'est l'inverse qui s'est passé. Donc on était obligé, au démarrage de l'usine de Tanger, de changer le mix, de passer à plus de Docker que de Logi. Voilà. Donc c'est comme ça, il faut. Je l'ai dit à la fin, et c'est déjà écrit, se synchroniser. Toujours il faut se synchroniser. Il y a une question. Alors, classe A, nous, on dit les classes A, je vais vous dire qu'est-ce que je comprends de classe A. Après, vous me dites. Non. En fait, nous, quand on utilise le classement A, B, C, c'est pour classer les types de pièces. D'accord? On dit les classes A, c'est les pièces qui sont très forte consommation, B, moyenne consommation, C, un peu la consommation. D'accord? Après, les fournisseurs classe A, si j'ai bien compris la question, c'est les top, les meilleurs. Les meilleurs. Hein? Souvent, on parle du top worst que des top meilleurs. Parce que quand par exemple, celui qui gère un panel fournisseur, il a les 10 qui les font travailler plus. C'est les top worst. Les meilleurs, c'est tranquille. Les meilleurs, ils seront toujours nommés, consultés, etc. Les mauvais, parfois, ils passent en business hall, etc. Et ça ne va pas passer. Mais ce classement, on ne peut pas dire qu'il y a les meilleurs et les mauvais fournisseurs. Nous, notre objectif, c'est qu'ils respectent le standard. Voilà, il y a un standard qui nous lie et un contrat. Je pense que j'ai... Oui. Je vous remercie pour votre intervention. Ma question est à quel niveau on va des démarches d'amélioration continue pour garder cette performance logistique? D'accord, très bonne question. Alors, l'amélioration continue, il est à tous les niveaux. Parce que les informations qu'on a partagées derrière chaque slide, si on s'arrête sur un slide, on peut développer encore plus. D'accord? Si tu prends chez Renault, il y a beaucoup de divisions, il y a l'ingénierie, il y a la division logistique, il y a la direction qualité, la direction achat. Et chaque niveau, à chaque fois, il y a des exigences, il y a des standards que personne ne peut déroger là-dessus. D'accord? On ne peut pas dévier par rapport au standard. Le standard, il est là. S'il y a des décisions et que ce standard, il faut le faire améliorer, il y a des instances où les décisions tombent, il faut changer le standard, il faut améliorer le standard, il faut améliorer, tout le monde est formé là-dessus, tout le monde s'applique et tout le monde l'applique. D'accord? C'est l'amélioration continue, parce que même nous, on est audité IATF, et chaque fois, il y a des instances, etc. Nous aussi, on gère on manage par la qualité totale, par les fiches processus, etc. On a des responsables à la tête de chaque processus. Il y a un système qualité, d'accord? Il y a une direction de qualité et satisfaction client qui sont vraiment, ils sont sévères. Hein. Il existe de l'amélioration à tous les niveaux, il y a de la performance. Donc c'est à tous les niveaux. Ça, je peux vous en rassurer. Depuis
l'unité élémentaire de travail, jusqu'à la direction générale, jusqu'à la région, et toujours l'amélioration. Si vous voyez dans les réseaux sociaux, toutes les communications, c'est les nouvelles stratégies. D'où viennent les nouvelles stratégies? À l'époque de Carlos Ross, et puis aujourd'hui puis après Bolloré, aujourd'hui, vous voyez, Renault Rochelle, c'est une démarche, c'est une stratégie. Pourquoi? Pour améliorer l'ensemble. Avant, il n'y avait pas, avant, il y avait Drive to Change, etc. Voilà. Donc c'est une vision, c'est une mission. Pourquoi? Pour drainer l'amélioration, pour tirer l'amélioration. D'accord. Donc, il y a une autre question? Oui. Alors, bonjour, je vous remercie Monsieur Bien pour votre intervention assez pertinente. Je remercie aussi le club d'avoir organisé cette conférence. Alors, ma question c'est, j'aimerais bien savoir la relation Renault et stagiaire. Quelles sont les opportunités que donne-t-elle? Et est-ce que vraiment Renault concerne-t-elle un temps, un effort pour renforcer la relation entreprise et futurs diplômes? Question qui, en fait, qui émane de la situation actuelle. Moi, personnellement, si je parle de moi personnellement, sur LinkedIn, je reçois beaucoup de demandes de stages. Mais sachez que dernièrement, avec les contraintes qu'il y a eu au niveau du Covid-19, etc., même nous, on est en hybride. On travaille pour les postes éligibles, télétravail, et parfois au bureau, on est en télétravail, etc. Donc, les conditions, ils ont changé depuis l'arrivée du Covid-19. Mais avant, il n'y avait pas de... La Renault, elle était toujours ouverte pour accueillir les stagiaires, de les encadrer bien comme il faut. Même, ils sont exigeants au niveau RH. C'est-à-dire que pour avoir un stagiaire, il faut avoir un sujet d'une valeur ajoutée par rapport à l'entreprise et qui répond aux attentes du stagiaire, qu'il ait les conditions nécessaires, un poste de travail, un bureau, etc. etc. Moi, personnellement, j'avais un projet à Tanger. Pour vous donner un exemple concret de l'importance du stagiaire, c'est qu'on avait un projet d'achat avec un prestataire de 3 millions d'euros et j'ai eu un stagiaire de l'EMI, et vraiment avec lui, on a travaillé tous les deux pour mener ce projet à terme. D'accord? C'est vraiment, il était son projet de fin d'études. Et il faut savoir une chose, c'est que on est tous passés par ce stade-là. Toutes les personnes qui sont à Renault, ils étaient des stagiaires par la suite. Et chez Renault, c'est pas ici au Maroc, mais en France, ils ont même ce qu'on appelle les apprentis. C'est-à-dire, dans un cursus scolaire, il y a ce qu'on appelle les apprentis qui alternent entre l'école et le monde Renault. D'accord? Donc, les stagiaires sont toujours les bienvenus, sauf que dernièrement, les contraintes, ils ont vraiment un peu changé la donne. Donc, je crois que notre conférence touche à sa fin. Et je vous remercie, M. Yassir, pour votre intervention qui a été riche en informations. Je pense que le but de notre conférence, il a été pleinement rempli aujourd'hui. Et bien, je crois que maintenant, nous avons tous une vision un peu plus claire sur le domaine de l'industrie automobile, du premier fournisseur au dernier client. Je vous remercie. Et je pense que M. Younes a une petite attestation de remerciement qu'il va vous présenter. Moi aussi, je vous remercie pour la confiance, pour l'attention que vous avez mise sur cette conférence. Donc, merci beaucoup. Encore une fois, n'hésitez pas, l'échange il peut continuer, d'accord? Vous pouvez me suivre via LinkedIn, on peut échanger. Vous pouvez me suivre j'ai une page Facebook aussi. Et aussi, j'ai une chaîne YouTube que je viens de démarrer il y a quelques mois, sur laquelle je partage tous
de basiques de management, on peut échanger aussi là-dessus. L'objectif, c'est ça, c'est de partager avec la communauté, avec un large public, les basiques de gestion, surtout les basiques et les nouveaux standards. Merci encore une fois pour la question.